En mars 2018 était publié par plusieurs organisations françaises un livre blanc présentant 26 propositions d'action aux acteurs publics pour mettre le potentiel de transformation du numérique au service de la transition écologique. J'ai souhaité inviter M. Jean-François Marchandise, directeur de la recherche et de la prospective à l'Association pour la fondation d'un Internet nouvelle génération, à nous présenter quelques-unes des conclusions de ce rapport qui pourraient nous inspirer dans nos actions. Et je vous donne la parole, Monsieur Marchandise. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Bien, merci beaucoup de votre invitation à intervenir. Alors d'une part, je suis tout à fait intimidé d'avoir cette occasion d'intervenir devant la Calré et en tant que citoyen européen, je peux vous dire que ça n'est pas si souvent que des petits acteurs associatifs sont conviés dans ce type d'hémicycle, même si j'ai eu la chance de connaître le Parlement dans lequel vous êtes il y a quelques mois dans les contextes de l'AIMF notamment. Donc comme vous le mentionniez, un ensemble d'associations et d'organisations se sont emparés il y a quelques années en France des problématiques numériques et environnement. En ce qui nous concerne à la FING, nous étions jusqu'à fin juin, donc jusqu'à hier à peu près, puisque nous venons juste de fermer notre activité. Nous étions jusqu'à hier et depuis 22 ans ce qu'on appelle couramment un think tank, un lieu de réflexion collective autour des transformations numériques de façon très générale et donc allant aussi bien sur des sujets de transformation du travail, de mutation des territoires, de données personnelles, d'évolution économique, d'évolution sociale et encore beaucoup d'autres. Et il se trouve que c'est seulement en 2015 que nous avons été alertés par certains de nos membres disant écoutez, on a l'impression que nous, acteurs du numérique, nous ne sommes pas à jour, nous ne sommes pas présents dans la préparation à l'époque de la COP21 et donc on a pris l'initiative avec le Conseil national du numérique français d'un appel qu'on a appelé Transition au carré qui visait à dire en fait la transition écologique, c'est tout à fait raconter son but, mais elle n'arrive pas à dessiner son chemin. En revanche, la transition numérique est très puissante, mais elle ne sait pas très bien où elle va, et chacune a besoin de l'un de l'autre. Donc comment est-ce que nous pouvons faire pour mettre le numérique au service de la transition écologique? Nous avons conduit un ensemble de travaux collectifs, et notamment en 2018, ce livre blanc que nous avons fait avec le WWF, avec l'IDRI, avec le Club Green IT et avec d'autres acteurs, et puis l'équipe du Conseil national du numérique français, et que nous avions remis au secrétaire d'État en charge du numérique et en charge de l'environnement du gouvernement français, qui ne nous l'avait pas demandé, mais il s'est trouvé par la suite que les politiques publiques françaises s'en sont un petit peu emparées. On en est un petit peu plus loin, donc je vais vous partager quelques éléments dans les minutes qui viennent, et puis je serai à votre disposition pour vos réactions. En fait, qu'est-ce qui se joue devant nous aujourd'hui? Il se joue le fait que le numérique s'est mis à porter beaucoup de promesses environnementale en disant voilà, si avec le numérique, avec les données, avec l'intelligence artificielle, avec l'optimisation technique, probablement nous avons des solutions. Nous, les gens du numérique, nous avons souvent des solutions à tout, y compris à des problèmes que nous ne comprenons pas toujours. Donc nous avons des solutions à la pauvreté, à la santé, à l'environnement et à beaucoup d'autres choses. Et en fait, il s'est avéré que ces promesses étaient parfois très limitées, parfois très controversées et parfois intenables. Limitées parce que la plupart des experts nous disent, vous savez, s'il s'agit simplement d'optimiser les systèmes énergétiques ou les systèmes de mobilité, on va gagner ici et là 5, 10, 20% de performance sur ces systèmes à échelle nationale ou continentale ou à échelle locale. Et en fait, il va se passer quelque chose d'assez embêtant, c'est que nous allons reconsommer.
ce qu'on appelle l'effet rebond, nous allons systématiquement reconsommer les économies qui vont être faites. Donc si je vous prends un exemple tout simple, les data centers ont été formidablement optimisés au cours des dernières années, jusqu'à un facteur 6, et cette économie veut tout simplement dire qu'on a pu faire beaucoup plus de choses avec les mêmes data centers. Je vous donne un autre exemple. Les réseaux 5G qui se déploient en ce moment sont 11 fois plus performants sur le plan énergétique que les réseaux 4G. En revanche, il est assez plausible que la 5G soit une catastrophe sur le plan du renouvellement du parc d'équipements, sur le plan de la circulation des données qui va se jouer, sur le plan des déploiements d'infrastructures qui sont nécessaires, et qu'à l'arrivée, le bilan soit très négatif. Donc des promesses qui sont compliquées à tenir, et surtout, on a compris qu'on était en présence de sujets qui n'étaient pas mûrs, qui manquaient de maturité, et que sur tout un ensemble de choses, le simple fait d'obtenir des chiffres fiables sur la consommation énergétique, sur les impacts du numérique en matière de report, de mobilité, ce qu'on appelle les démobilités, le fait de diminuer par exemple les distances domicile-travail, etc. En fait, tout ça n'était pas très bien observé, donc il y a déjà un enjeu très fort qui est un enjeu de connaissance. Ce qui est certain en revanche, c'est que la sobriété numérique est quelque chose qui est un choix raisonnable pour l'avenir. Le numérique d'aujourd'hui n'est pas du tout adapté au monde de demain. Il est beaucoup trop gourmand, il n'est pas du tout assez résilient, il est facteur de très grands déséquilibres mondiaux. Si je le caricature, je peux dire que les pays pauvres sont un peu la poubelle des pays riches, que nous défaussons sur eux de tous nos vieux matériels, et que nous faisons de l'extraction minière nécessaire au numérique d'assez forts dégâts, et que pourtant aujourd'hui on est en présence de défis qui sont très stimulants pour les innovateurs et les concepteurs du numérique. Si on leur dit soyez plus sobres, ça les intéresse. C'est un défi technique qui est assez fort. D'autre part, on est en présence d'une exigence croissante des futurs employés de l'IT, des technologies de l'information, dont une bonne partie disent nous ne voulons pas travailler dans des entreprises qui sont négatives pour la planète. Ce sont des exigences croissantes de la part de consommateurs. Il y a de plus en plus d'actions collectives qui sont engagées sur l'obsolescence et sur ce type de sujet. Et puis, c'est aussi une exigence croissante de la part des commanditaires publics et privés et des investisseurs qui commencent à demander de plus en plus des critères écologiques pour l'argent qu'ils mettent en matière de numérique. Un des premiers constats que nous avons fait ces dernières années est du côté de l'argent public. Les acteurs publics, les États, les régions, les métropoles qui mettent de l'argent sur le numérique aujourd'hui le font de plusieurs façons. Ils achètent des matériels, ils investissent dans des infrastructures, ils soutiennent des entreprises innovantes, ils ont d'ailleurs aussi des achats innovants, mais la plupart du temps, tout cet argent mis sur le numérique, argent des contribuables, n'a pas de critères d'empreinte écologique. Elle ne se préoccupe pas d'empreinte énergétique, elle ne se préoccupe pas de cycle de vie et de réparabilité des matériels. Si par exemple des villes ou des acteurs d'infrastructures mettent en place de l'internet des objets, IoT, on va pas du tout se demander si on est en présence d'objets qu'on va savoir réparer, qu'on va savoir maintenir dans le temps, etc. Or, l'essentiel de l'empreinte écologique du numérique se fait du côté des matériels et se fait du côté de la fabrication des matériels et des équipements eux-mêmes, donc des PC, des infrastructures, des objets connectés et ainsi de suite. On pourrait dire sans exagérer que depuis pas mal d'années, les acteurs publics y sont allés de façon assez aveugle, et on pourrait aussi dire que les industriels des technologies de l'information sont plutôt moins actifs en matière environnementale que les industriels de l'automobile ou de l'énergie, paradoxalement. Ils ne se sont eux-mêmes pas rendus compte à quel point leur empreinte était considérable. Un corollaire de ça, c'est qu'on constate que les enjeux
et les méthodes liées à l'environnement, au développement durable, au green IT, à la transition écologique, sont à peine enseignées dans nos écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en présence de jeunes diplômés qui vont prendre leur poste en 2022 dans des entreprises IT ou à des missions IT à l'intérieur par exemple, de collectivités locales ou à l'intérieur d'autorités publiques et qui n'auront jamais entendu parler des enjeux environnementaux du numérique. De la même façon, hein, on vient de parler d'enjeux sociaux, on va parler d'enjeux de liberté. Ces trois sujets sont très liés. Aujourd'hui, quand on vous forme aux technologies de l'information, on vous forme d'abord à l'excellence et pas tellement aux méthodes qui vont permettre d'aller vers un numérique choisi. Et puis, dernier constat aujourd'hui, il y a beaucoup de données environnementales qui sont produites ici et là. Il y a d'énormes bases de données européennes, nationales et parfois locales qui sont produites. Et il y a beaucoup de données locales qui sont pertinentes sur le plan, par exemple, de l'énergie, sur le plan de la mobilité, sur le plan de la biodiversité, etc. Et ce sont des données qui sont très très mal connues et qui sont très cloisonnées entre elles et qui sont très peu accessibles par les acteurs locaux, par les citoyens, par les ONG, les associations. Et donc, je vous prends un tout petit exemple. Je ne connais en France aucun conseiller municipal qui sache me dire quelle est l'énergie que nous utilisons sur notre territoire en ce moment à l'échelle locale. Or, ces données existent. Si j'avais accès à ces données, je pourrais prendre des initiatives locales en matière, par exemple, de coopératives énergétiques locales, d'énergie renouvelable, etc. De la même façon, les données sur les déchets locaux, hein, ce qu'on appelle de plus en plus le métabolisme local, ce qui va rentrer, ce qui va sortir, sur la logistique locale, sont des données qui sont absolument accessibles, mais absolument hors d'atteinte pour les citoyens et pour les autorités locales si elles n'ont pas sur place des ressources et des compétences particulières. Donc on est en présence de marges de progression considérables, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que quoi que nous fassions aujourd'hui, ça sera tellement mieux que le point où nous en sommes au départ. Et donc, ce qui avait inspiré notre livre blanc numérique et environnement, c'était un ensemble de pistes. La première piste, je la synthétise, c'est celle du Green IT, comment réduire l'empreinte écologique du numérique lui-même. Je viens de vous donner quelques éléments, être vigilant au matériel et à son cycle de vie, ça fait partie des choses majeures. Et pour ça, il faut à la fois agir sur la conception, il faut agir sur la demande, il faut agir sur les déchets. Deuxième piste, c'est le fait d'intégrer la dimension numérique dans la conception des politiques écologiques. Et là-dessus, on a quelque chose qui est majeur, mais qui pour le coup n'est pas du tout d'ordre législatif, qui est le fait que les acteurs de ces politiques transversales se connaissent très mal entre eux, et que parfois même ils ont une sorte d'adversité culturelle. Beaucoup d'acteurs de la transition écologique sont un petit peu technophobes et réciproquement, beaucoup d'acteurs de champions du numérique trouvent que les questions environnementales leur font perdre du temps en termes d'innovation. Donc il y a quelque part un gros chantier culturel, un gros chantier humain à faire. Et j'allais dire cette dimension de construction des politiques écologiques est en plus quelque chose sur lequel il faut se méfier de tenir simplement des promesses techniques. Il faut considérer que une énorme partie du sujet est du côté de la prise de conscience. Le troisième sujet, c'est qu'on a constaté que dans les politiques publiques de soutien à l'innovation, en fait, en France, nous avons notamment la French Tech qui est assez active, assez puissante et assez répartie sur tout l'ensemble de notre territoire. Et ben, la plupart du temps, les critères de soutien à l'innovation et les mécanismes de soutien à l'innovation savent très mal intégrer des critères en matière d'innovation qui sont autres que des critères de profit.
on a du mal à intégrer les incubateurs, les investisseurs, les porteurs de projets eux-mêmes ont du mal à se dire qu'ils poursuivent aussi des objectifs d'intérêt général, les objectifs de la planète, et que c'est une question de survie. Et donc on a conduit des travaux visant à dire mais comment on peut avoir un référentiel, un guide de ce qu'on a appelé l'innovation facteur 4, l'innovation radicale, permettant d'outiller tout simplement les acteurs de l'innovation sur le plan méthodologique, en disant comment est-ce que il ne s'agit pas de renoncer aux perspectives de profit et de viabilité des entreprises, il s'agit en tout cas de combiner, du côté des théories du changement, de combiner des objectifs qui sont des objectifs long-termistes avec les objectifs de survie. Et puis le dernier aspect, c'est comment est-ce qu'on fait pour mieux mobiliser le potentiel des données au service de la transition écologique. Comment est-ce qu'on fait au fond pour mieux comprendre le point duquel on sort. Je peux prendre des exemples très intéressants. Nous avons notamment en France l'agglomération de La Rochelle qui a un très gros programme Territoire zéro carbone en 2050 et qui, pour conduire ce programme-là, a entrepris d'agréger et de recenser tout un ensemble de données locales qui sont aussi bien des données du bâtiment, de l'énergie, des mobilités, etc. Et qui a eu besoin pour ça de se dire mais comment est-ce que nous allons aussi intégrer les données produites par les citoyens sans être liberticides. Et pour moi, ce sujet des données et du contrôle par les données est un sujet qui est un très gros sujet dont il faut s'emparer pour l'avenir, à la fois parce que les données sont nécessaires et à la fois parce que l'abus de données en fait, peut avoir des conséquences en termes de liberté. Plus nous allons avoir à contrôler des choses qui sont de l'ordre de la rareté de l'accès aux ressources, plus nous allons risquer d'installer des façons autoritaires d'utiliser les données pour contrôler les citoyens. Donc, il faut qu'on ait à la fois une grande attention à ces données et à leur fertilité, et à la fois une grande attention au respect des libertés quand nous allons actionner ces données. Je crois que je dois être à peu près au bout du temps que vous m'avez proposé, et donc je vais m'interrompre là et à votre disposition pour répondre à vos questions et prolonger éventuellement. Merci beaucoup, Monsieur Marchandy. Je me tourne vers l'Assemblée et j'avais bien vu que le vice-président Matos souhaitait intervenir. Je lui donne la parole. Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar por felicitar a quienes han realizado este trabajo. Creo que no solo tiene una profundidad importante, sino que además resulta interesante la relación entre el mundo digital y la sostenibilidad. Y por tanto, antes que nada, mi felicitación por el documento que se nos ha hecho llegar y por la intervención de quien lo ha expuesto, que creo que nos ha ayudado a poderlo entender mejor. Y seguramente para quienes estamos presentes en este acto va a ser un documento que vayamos a poder utilizar con frecuencia, porque tiene mucha información y sobre todo conclusiones muy interesantes. Pero quisiera aportar una idea muy elemental, pero creo que debemos tenerla siempre presente, sobre todo cuando hemos estado y seguimos debatiendo e interesándonos por la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y una participación directa y una participación mucho más potente de la que tienen en estos momentos como una solución a la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones, incluidas las instituciones europeas. Y es el hecho de que siempre que hablamos del mundo digital no podemos olvidarnos de que se está produciendo un fenómeno, yo creo que en toda Europa, todo el mundo, pero la parte que nos corresponde, en la que estamos asistiendo a lo que se denomina, no sé cómo se puede traducir esto, como una brecha digital. Es decir, hay una parte de nuestra población, bien por motivos económicos, bien por motivos territoriales, por el lugar en el que están, en el que viven,
o por una cuestión generacional que están quedándose fuera del mundo digital. En España, por ejemplo, ha habido últimamente un movimiento bastante importante de ciudadanos, digamos, de una generación ya jubilada, en el que tienen graves problemas de acceso, por ejemplo, al mundo digital, lo cual le impide tener una relación fluida, por ejemplo, con las entidades financieras en el día a día, porque no están familiarizados con el mundo digital y porque ya no hay la posibilidad en muchas ocasiones de que puedan ser atendidos de forma presencial. Evidentemente el mundo va hacia la digitalización total, lo cual desde el punto de vista medioambiental, que es el objeto del estudio, es algo interesante por todo lo que conlleva, pero tenemos que poner el acento en que una parte de la población no puede quedar excluida del mundo digital. Eso, desde luego, primero es injusto y segundo, no contribuye a alcanzar un objetivo de hacer aliada la transformación digital con la sostenibilidad, porque si una parte de la población importante queda fuera del mundo digital, evidentemente representa un freno a ese doble objetivo. Y para nosotros como representantes de la ciudadanía tenemos que tratar de que esa brecha digital pues no se incremente, poner los medios y las estrategias necesarias para detectar cuáles son las causas de que se produzca esa brecha digital y los medios para que digamos se acorte y en un futuro pues incluso no exista esa brecha digital, que como digo pues tiene varias digamos circunstancias que la hacen que se produzca, como dije al principio, o bien desde un punto de vista territorial, no a todos lugares llega digamos con potencia y con calidad la posibilidad del acceso a las redes por situaciones geográficas. Luego por una cuestión económica también, hay ciudadanos y ciudadanas que quedan excluidas de cierta manera del mundo digital por circunstancias económicas y la última, que es también importante, que es un tema de una brecha generacional en la familiarización con el mundo de lo digital. Y creo que en todo debate que tengamos en este sentido tenemos que introducir siempre estas circunstancias, y por eso quería aprovechar el magnífico trabajo que se ha realizado, la magnífica exposición, para poderlo incluir en el debate. Muchas gracias. Merci pour votre intervention. Y a-t-il d'autres demandes? S'il n'y en a pas, je rends la parole à Monsieur Marchandise pour une courte réaction. Oui, merci Monsieur le Président, et je voulais remercier Monsieur Matos Exposito pour sa réaction, et je pense que c'est très important de faire le lien entre les enjeux d'inégalité sociale et d'inégalité environnementale. Je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Si je parlais tout à l'heure d'enjeux de liberté, c'est parce que tout simplement, à échelle mondiale, plus les ressources sont rares, plus l'accès à l'eau va être rare, plus l'accès à la terre va être rare, etc. Plus il va y avoir des enjeux de pouvoir qui vont se jouer avec ça, et plus progressivement, il va y avoir une conjugaison de difficultés entre ce que vous avez mentionné du côté des inégalités numériques et ce qu'on peut mentionner du côté des inégalités environnementales. Je voulais insister sur deux dimensions positives à travailler. La première dimension, c'est une attention à porter dans les années qui viennent à un numérique qui soit accessible et réparable. Le fait d'avoir la crise Covid nous a beaucoup montré à quel point nous étions tous dépendants au lointain, à quel point le numérique avait installé un système mondial où quand vous avez un matériel en panne, et un matériel n'est pas forcément un matériel informatique, ça peut être un matériel dans lequel il y a de l'électronique, et souvent vous alliez dépendre de la Chine, de Singapour ou de l'autre bout de la planète pour le réparer. Or, la réparabilité est quelque chose qui est extrêmement nécessaire à nos territoires demain, et qui est tout à fait nécessaire comme valeur à défendre, y compris dans les choix
d'investissement et les choix d'argent public et les façons dont, en tant que maître d'ouvrage, nous agissons quand nous achetons du numérique. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est comment est-ce qu'on met le numérique au service de la proximité et au service des solidarités locales. Si on arrive à faire cela, si on arrive au fond à utiliser le numérique pour muscler le territoire au lieu de le surexposer au lointain, je pense que nous ferons du bien à tout le monde. On peut réfléchir à des impacts positifs du numérique pour accroître les liens socio-économiques entre les citoyens, les consommateurs, les entreprises locales et leurs fournisseurs locaux, et de façon à enrichir la dimension des circuits courts dans le développement de l'activité, et aussi enrichir les ressources humaines locales en matière de numérique qui vont permettre de ne pas toujours dépendre du lointain. Merci beaucoup de votre attention et du temps que vous avez bien voulu consacrer à cette thématique, et surtout je suis impatient de voir comment vous pourrez avancer dans la voie d'une résolution de la calerie sur ces sujets. Merci de votre attention. Merci Monsieur Marchandise.